Ok, bonjour, bon après-midi. D'où on va poursuivre le cours sur les spinels que nous avions commencé la dernière fois. Et on va s'intéresser encore aux spinels lithium Me2O4. La dernière fois, nous avions vu finalement le problème majeur associé à ces spinels et qui était finalement la dissolution du manganèse dictée par la présence d'acide fluorhydrique qui variait selon le taux, dans ce cas la température, les défauts, mais également la composition des électrodes. On avait vu différentes approches et les stratégies qu'on avait mis en place au niveau de l'interface, au niveau de l'électrolyte, au niveau des additifs. Et aujourd'hui, on va voir comment, en jouant sur la composition, on peut tenter de remédier à cette problématique de dissolution. Alors sur la dissolution, sur la substitution, eh bien, on va tout d'abord s'intéresser à une substitution qui est assez différente de ce qui a été fait classique dans les spinels, c'est-à-dire remplacée par des cations. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est finalement l'importance du fluor comme substituant. On aura par la suite un exposé sur les oxyfluorures, mais dans ce cas, c'est simplement un traitement par le fluor ou une substitution à un très faible taux. Ce que vous voyez ici, pourquoi le fluor? Eh bien, tout simplement, la fluorylation est utilisée, je dirais, souvent pour des traitements de surface, pour augmenter la passivation de la surface. On a également, bien sûr, la liaison MNF, qui est beaucoup plus ionique que la liaison MNO. Par conséquent, ce sera beaucoup plus stable et, je dirais, beaucoup mieux en raison de la dissolution possible. Et enfin, si on utilise des sels fluorés, c'est comme si on utilisait des flux, on va pouvoir obtenir des substances beaucoup plus cristallisées. D'ailleurs, si on fait les réactions indiquées ici, eh bien, on peut voir que dans ce cas, on peut obtenir de très beaux cristaux de spinel avec des phases, je dirais, très bien déterminées. Si on regarde maintenant quels sont les taux de substitution et ce qui se passe, et on s'aperçoit qu'on peut substituer à la hauteur de 0,5 fluor dans ces composés, avec ici une augmentation, dans ce cas du paramètre de maille, ce qui signifie tout simplement qu'on va créer du manganèse plus 3 lors de cette substitution. Si on regarde maintenant les comportements électrochimiques à haute température, c'est-à-dire dans le cas où maintenant on va mettre ces poudres dans des électrolytes, eh bien on s'aperçoit effectivement que lorsqu'on augmente le taux de fluor, eh bien on va avoir des réactivités beaucoup moins importantes à des températures 60 degrés C. Cependant, elle a une bonne stabilité, on augmente la capacité, mais ce qui se passe également, c'est qu'en remplaçant par le fluor, eh bien on va modifier les conductivités électroniques et par conséquent, on va augmenter la polarisation. D'où, si vous voulez, ce n'est pas le dopage ou la substitution idéale. D'où on a essayé ensuite de coupler ça, voir ce qu'on pouvait faire au niveau des substitutions cationiques. Et là aussi, si vous regardez la littérature, vous allez trouver des centaines de papiers sur la substitution du manganèse par d'autres éléments. Ce qu'il y a eu d'original ici, c'est tout simplement qu'on a essayé de faire une substitution par l'aluminium. L'aluminium, pour la bonne et simple raison, c'est qu'en dehors, je dirais, des considérations au niveau de la polarisation ou de la coordination, eh bien, dans ce cas, on a joué finalement sur Al plus 3, qui est un ion très polarisant, qui va permettre tout simplement de stabiliser le réseau. Et on doit remarquer que le spinel Mg-Al2O4 est un spinel qui a été rapporté depuis longtemps et qui est thermodynamiquement des plus stables. D'où on peut faire cette substitution par l'aluminium, et effectivement, dans ce cas, on peut obtenir une très bonne tenue en sa capacité à 55 degrés. Mais vous noterez ici qu'on le fait tout simplement aux dépens de la capacité totale, car dans ce cas, eh bien, on a bien sûr beaucoup moins de Mn plus 3, et d'où une capacité initiale qui est beaucoup plus faible. Donc voilà, si vous voulez, ce que donnent directement ces deux substitutions, avec chacune ses avantages et ses défauts. D'où l'idée eh bien, de mélanger finalement ces deux éléments et de faire une substitution duelle dans les spinels, c'est-à-dire, dans ce cas, substituer le manganèse par l'aluminium et l'oxygène par le fluor. Et lorsque l'on fait cela, eh bien, on obtient ces fameuses phases qui sont directement substituées à l'aluminium et au fluor, qu'on obtient par les réactions indiquées ci-dessous, à des températures de 800 degrés C. Et on voit maintenant que si je prends finalement une composition aux alentours de 0,2 aluminium, je peux une fois de plus changer mon fluor sur une variation de 0,5. Et dans ce cas, eh bien, on a une augmentation du paramètre de maille
Ce qui fait que si tu as une augmentation du paramètre de maille, on va augmenter la quantité d'amène plus 3 et augmenter la capacité du matériau. Et effectivement, grâce à cette double substitution, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on a pu obtenir à 60 degrés C, pendant des durées de 4 mois, eh bien, des tenues en capacité relativement correctes, jusqu'à 200-300 cycles. Cela, ça a pu se répéter sur des cellules complètes, dans lesquelles ces cellules contenant eh bien, cette phase doublement substituée et du graphite. Eh bien, c'est cela qui a permis de conduire finalement à la technologie lithium Mn2O4 carbone, où vous voyez ici la différence avec les travaux qu'on a fait au départ et les travaux suite à cette substitution. Suite à ces travaux, de nombreuses licences ont été cédées à de nombreux constructeurs ou fabricants de batteries, notamment Duracell, Eveready, Verta et ainsi de suite, et d'autres compagnies, notamment NEC et Molicel, ont développé et commercialisé ces accumulateurs. Cependant, suite à ces travaux, il y a eu encore, je dirais, des recherches, et la recherche, je dirais, la plus importante qui a eu lieu est une recherche dans la constitution de particules cœur-couronne, comme indiqué ici, où dans ce cas, on va utiliser finalement ce spinel transformé comme cœur, avec aux alentours eh bien, une couronne d'oxyde lamellaire lithium, nickel, manganèse, oxyde, qui, dans ce cas, va apporter une stabilité thermique au matériau. Et c'est ce genre de matériaux qui ont été introduits dans la première Zoé, qui a été commercialisée par Renault-Nissan. D'où c'est des composés à base de spinel avec un enrobage eh bien, de lamellaire à la surface. Et en bas, je vous ai mentionné finalement qu'il a fallu à peu près une vingtaine d'années pour passer finalement du concept de faire une batterie lithium-ion basée sur le manganèse à finalement son utilisation. Et la question que vous pouvez vous demander, c'est pourquoi il a fallu tant de temps? Eh bien, il a fallu tant de temps, tout simplement, pour comprendre, pour résoudre le problème majeur dans tous les systèmes électrochimiques, c'est-à-dire l'interface. Je vous ai mentionné la dernière fois que ces matériaux, notamment à 55 degrés, eh bien, il y avait tout simplement des pertes en autodécharge, que ce soit à l'état chargé ou à l'état déchargé. Les raisons eh bien, sont indiquées ici. Ce qui se passe, c'est qu'à l'état chargé, on est dans un milieu très oxydant et on va avoir la décomposition des électrolytes, voire du sel de lithium, qui vont générer des radicaux, ainsi tout simplement que des espèces acidiques. Ces espèces acidiques vont directement migrer à l'électrode négative, qui vont dans ce cas réagir avec la couche polymérique qui s'est formée pour, par la suite, eh bien, former du fluorure de lithium. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on va perdre du lithium comme réservoir, ce qui fait que la capacité va chuter. Ensuite, que se passe-t-il eh bien, lors de la décharge? Eh bien, lors de la décharge, ces espèces, je dirais, acides, vont tout simplement rester ou bouger la cathode, où dans ce compte-là, vous avez du HF, ça va entraîner la dissolution de lithium Mn2O4. Rappelez-vous la réaction que je vous ai mentionnée la dernière fois, la réaction de Hunter, dans laquelle il fait tout simplement une dismutation par traitement avec l'acide. Et ensuite, eh bien, ce manganèse qui est dissous, qu'on peut observer dans le séparateur, ainsi de suite, va migrer à la négative, et dans ce cas, en migrant à la négative, il va se déposer et, là aussi, augmenter la polarisation de la négative. Donc voilà, si vous voulez, les raisons. Et finalement, le message que je veux passer de cette histoire, c'est qu'il est très difficile, très compliqué, lorsqu'on veut développer des systèmes électrochimiques, eh bien, des fois, on a tendance à vouloir travailler une électrode, puis travailler l'autre. Et finalement, tout ça, ça a été une perte de temps en raison des réactions de navette entre électrodes positives et électrodes négatives. D'où, lorsqu'on veut développer un système, je pense qu'il vaut mieux prendre directement les deux électrodes dès le départ et comprendre finalement tous les mécanismes réactionnels qu'il y a autour. D'où voilà, si vous voulez, le temps qu'il a fallu pour faire ces études. Et la question, c'est que d'autres systèmes, entre-temps, se sont améliorés. Et c'est la raison pour laquelle ce fameux matériau, ce spinel, qui était très attractif lorsqu'on a commencé à travailler dans les années 1990, eh bien, lorsqu'on a fini par réussir par résoudre tous les problèmes, eh bien, il avait beaucoup moins d'intérêt, car il y a eu d'autres composés qui ont progressé beaucoup plus vite. Notamment les NMC dont je vous ai parlé l'an dernier, et un autre composé qu'on verra par la suite, qui est le phosphate de fer, lithium FP, ou les polyanioniques, qu'on touchera peut-être à la fin de cet exposé. D'où est-ce que ça veut dire finalement que c'est la fin
de ces matériaux? Eh bien, je dirais pas totalement, car aujourd'hui, en raison du développement durable, en raison de l'abondance du manganèse, eh bien, certains fabricants de batteries reconsidèrent ce LMO pour faire un mélange avec du LFP de façon à augmenter sa densité d'énergie tout en gardant son avantage au niveau éco-compatibilité et pouvoir rentrer en compétition avec les matériaux deux dimensionnels comme indiqué. Donc voilà, si vous voulez, ce qui s'est passé. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a-t-il d'autres spinels plus attractives que LMO et pour matériaux d'électrode, que ce soit pour positive ou pour négative? Eh bien, c'est ce que je vais aborder maintenant. Je vais aborder cela maintenant en reprenant, en bon chimiste du solide, le diagramme ternaire que j'ai mentionné la dernière fois, avec lithium 2MnO3, lithium NO2 et lambda MnO2. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait directement travaillé sur cette directrice ici, où on avait finalement changé le taux en lithium. On avait fait des phases lithium 1 plus X pour augmenter la capacité. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à se déplacer sur cette ligne pour arriver à ce point rouge, qui est une phase lithium 4 Mn5O12. Ça veut dire que dans ce cas, eh bien, on a gardé toujours pareil le rapport anion-cation de 4 tiers, mais on a augmenté finalement le taux de lithium. Ce qui fait qu'on a du lithium en site 8A, mais également en site 6C. Et notez qu'en ce matériau, eh bien, tous les manganèses sont à l'état d'oxydation plus 4. Alors automatiquement, si on regarde le comportement électrochimique, on ne va pas oxyder du manganèse plus 4, on ne va pouvoir que le réduire. Et effectivement, si on regarde la courbe électrochimique indiquée ici, on s'aperçoit que dans ce cas, on a tout simplement la réduction du manganèse plus 4 à manganèse plus 3 qui se place ou qui arrive à un potentiel de 2,9 volts comme le second plateau du spinel. On a des capacités, je dirais, voisines du lithium N2O4. Dans ce cas, si vous le remarquez bien, on part du manganèse plus 4. Donc rappelez-vous l'effet Jahn-Teller que j'avais mentionné la dernière fois qui arrive à 3,5. Dans ce cas, on est relativement sûr, puisque 3,5, on sera en fin d'intercalation, c'est-à-dire lorsqu'on l'aura mis ici aux alentours de 2,5 lithium. Mais, si vous voulez, ce matériau se trouve dans un potentiel qui n'est pas tellement intéressant, 3 volts, et de plus, il est même trop élevé pour réaliser des anodes de batteries à ion lithium. Alors la question qu'on peut se poser finalement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chimiste pour, je dirais, adresser ou pour modifier ce potentiel? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des substitutions. Et on peut faire des substitutions, et c'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, je veux tout simplement réduire ce potentiel pour pouvoir l'utiliser comme anode. Qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on regarde? Et on voit ici tout simplement que lorsqu'on se déplace sur le tableau périodique, de la gauche vers la droite, eh bien, l'électronégativité augmente. Si cette électronégativité augmente, vous apercevez ici finalement que le delta V, le potentiel dans ces éléments antiliants, eh bien, dans ce cas, va augmenter au fur et à mesure qu'on va tout simplement de la gauche vers la droite. Donc ça veut dire que si je veux un matériau d'électrode qui aura un potentiel relativement plus faible que le cas du manganèse, eh bien, je vais travailler sur le titane. Et là, je pense que ceux qui font un peu d'électrochimie, ils ont déjà tout compris. Et le matériau qu'on va préparer, regardez comment on peut y arriver. Lithium 4, Mn5O12, vous remplacez par manganèse, vous l'avez lithium 4, Ti5O12. Et ça, c'est le matériau, je dirais, phare aujourd'hui. D'où on va voir finalement ce qu'est ce matériau, quel est son comportement au niveau électrochimique. Alors tout d'abord, on va regarder tout d'abord sa synthèse. La synthèse n'a rien d'original, comme la plupart des matériaux d'électrode. Ils peuvent se faire par des voies céramiques, par des voies solutions, avec, je dirais, pas mal de méthodes. On peut obtenir des morphologies sur demande, les formes que vous souhaitez, et voilà tout simplement le diagramme de diffraction X. Du niveau électrochimie, eh bien, effectivement, on s'aperçoit qu'en ce cas, le potentiel a été abaissé. On a un potentiel de 1,5 volts. Je trace ici le potentiel en fonction de la capacité. Et notez finalement le plateau. Mais surtout, ce qui est important, c'est que lors de ce plateau, eh bien, le changement de volume est seulement de 0,1%. C'est-à-dire, c'est le fameux matériau qu'on appelle un matériau sans contrainte, dans lequel eh bien, la structure va être, je dirais, capable d'accepter
du lithium et de relarguer du lithium sans modification du volume. Et ça, je dirais, ça aura des conséquences relativement importantes pour les applications. D'où la question, c'est, ce matériau quand même présente des problèmes ou des questions au départ, car finalement, c'est un matériau isolant qui a un gap de 3 volts, qui va finalement s'avérer être un des meilleurs matériaux pour la conduction ionique ou pour des batteries de puissance. Donc la question, c'est que se passe-t-il et comment comprendre tout cela. Donc voilà ici la courbe électrochimique, je dirais un peu zoomée, dans laquelle vous voyez la capacité, 170 mA par gramme, et vous avez ce plateau dans lequel vous passez de la phase lithium 4 à la phase lithium 7. Ce que l'on a vu auparavant, c'est que dans le cas du spinel, eh bien, lorsqu'on mettait du lithium dans la phase lambda, Mn2O4, eh bien, dans ce cas, on occupait d'abord les sites 8A et ensuite les sites 8C. Et dans ce cas, eh bien, lorsqu'on va passer de la phase lithium 4 I5O12 à lithium 7 I5O12, eh bien, là aussi, vous voyez qu'on a tout simplement une migration des sites 8A en site 16C, due tout simplement à l'arrivée d'autres sites lithium. Et vous voyez qu'ici, on passe de cette phase cubique à cette autre phase cubique, comme indiqué ici. Alors la question qu'on peut se poser, c'est maintenant, finalement, comment se fait-il qu'on a une conduction si élevée et une réversibilité si bonne dans de tels composés? Alors pour ce faire, eh bien, on va tout simplement regarder ce que se passe sur ce plateau à 1,5 volts. Et lorsqu'on regarde sur ce plateau, eh bien finalement, c'est un plateau qui a très, très large, de 0,9 à 2,91, et qui a été montré par des diagrammes de diffraction X l'existence de 2 phases. Cependant, si on regarde finalement l'occupation, dans ce cas des sites, je dirais 8A et 16C, elle est totalement différente dans le cas du spinel, car les énergies de ces sites sont relativement identiques, ce qui fait qu'il peut y avoir du mélange. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que ce plateau est vraiment la signature d'un domaine biphasé? Eh bien, ce qu'on va voir, c'est que la réponse est non, puisqu'on peut, à température ambiante, et avec des conditions relativement lentes, eh bien, avoir tout simplement un changement de paramètre de maille continu, c'est-à-dire une solution solide, entre les deux extrêmes. Et vous avez ici un diagramme, je dirais, de mélange de gap, dans lequel vous passez en température à température ambiante, vous avez une solution solide, et ensuite vous avez un domaine, un nanodomaine, presque une intercroissance, dans lequel vous pouvez, dans ce cas, avoir à l'échelle nanométrique les domaines de la phase lithium 4 et lithium 7, et au fur et à mesure que vous refroidissez, eh bien, on va avoir tout simplement la ségrégation des deux phases. Et c'est ce qu'on peut voir par des mesures de diffraction X, faites soit en laboratoire ou par neutrons. Une autre expérience, tout aussi, je dirais, instructive, est celle dans laquelle, dans ce cas, si on prend une pastille dans laquelle vous allez tout simplement injecter, par exemple, de lithium, eh bien vous apercevez que lorsque vous faites cette manip, vous avez tout simplement les phases extrêmes, lithium 7 et lithium 4, et on attend 2 heures ou 12 heures, et on s'aperçoit finalement que l'on va bouger vers la phase intermédiaire, lithium 6, comme indiqué ici. Ce qui signifie réellement que, dans des conditions relativement lentes, eh bien, on peut avoir une solution solide, et les phases entre lithium 4 et lithium 7 peuvent être isolées séparément. D'où, mais cela présente une importance, je vais dire, relativement intéressante pour finalement voir les raisons des propriétés très intéressantes en puissance, excusez-moi, de ces composés. Alors la question maintenant, c'est comment expliquer cela une fois de plus. Alors le problème, il est quand même relativement compliqué, puisqu'il défie finalement les croyances bien établies. Vous avez ici une poudre blanche, isolant, avec un gap qui est supérieur à 2,5 électronvolts, avec une conduction ionique qui est lamentable, 10 puissance moins 13, et vous arrivez ici à la fin avec une poudre noire, une conductivité excellente, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand même un système bizarre dans lequel on va d'un isolant à un métal, d'où par conséquent on va avoir une interface qui va être importante, ça va être une interface isolant-métal. Et comment cela va évoluer? Alors finalement, c'est par quel mécanisme on va pouvoir avoir cette lithiation. Alors il y a plusieurs modèles qui ont été présentés.
Un premier modèle qui, je dirais, est le modèle relativement classique, c'est le modèle cœur-couronne, dans lequel vous allez, dans ce cas, eh bien, faire la réduction, et vous pouvez voir ici, tout simplement réduire le matériau en surface, et ensuite vous allez avoir une progression de cette interface à l'intérieur du grain pour avoir un grain totalement lithié, et vice-versa. Donc ça, c'est le matériau classique, mais qui n'explique pas finalement ces domaines biphasés et ainsi de suite. Ensuite, il y a d'autres modèles, notamment un modèle qui est basé sur les interfaces 1-1-1 au sein de ces structures entre la phase conductrice, lithium-7, et la phase isolante. Et vous avez le long de ces axes du spinel 1-1-1, vous avez les chemins de conduction où, dans ce cas, c'est les zones dans lesquelles l'intercalation du lithium va avoir lieu et va pouvoir se propager tout simplement au sein de la structure. Donc c'est ces genres de modèles qui sont tout simplement représentés aujourd'hui pour rendre compte des propriétés de transport à l'intérieur de ce matériau via des interfaces. Mais bien sûr, ces modèles vont dépendre une fois de plus de la taille des particules. C'est-à-dire qu'une particule nanométrique ne va pas se comporter comme une particule micrométrique, et ainsi de suite. Et je pense que l'expérience qui est certainement la plus impressionnante, c'est celle que je vais vous présenter maintenant, où des chercheurs eh bien, ont tout simplement fait le pari d'insérer du lithium dans ce matériau sans même mettre d'ajout ou d'additif de carbone pour avoir la percolation électronique. Et vous voyez ici une expérience à laquelle on voit le potentiel, sur lequel on a, dans ce cas, des électrodes qui sont dans la fabrication indiquée ici, 98% du lithium et 2% du PVDF HFP. Et lorsqu'on regarde de tels composés sans carbone, avec des taux de charge qui sont quand même autour de 5 mg par cm², on s'aperçoit que dès qu'on directement injecte du lithium, eh bien, on a un changement de couleur, tout simplement, du matériau, qui se produit pour devenir, dans ce cas, relativement noir. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer ici, c'est tout simplement, en même temps que ces manips ont eu lieu, les personnes ont fait tout simplement de la spectroscopie de photoémission X, dans laquelle on peut déterminer le taux de titane plus 4 et le taux de titane plus 3. Et on s'aperçoit bien sûr dans le matériau au départ, le taux de titane plus 4 vient de 100%, et dès que je mets en moi des électrons, eh bien, dans ce cas, je vais créer du titane plus 3. Bon, pourquoi? Parce que le titane plus 4, c'est un D0. Dès que vous envoyez un électron, il va dans les orbitales T2G. D'où l'importance du titane plus 3. Et dès que ce titane plus 3 est là, c'est lui qui va directement apporter la conduction. Il va y avoir un domaine de percolation, et finalement, cette lithiation va se faire en surface avec une répartition au travers de l'échantillon. D'où par conséquent, eh bien, cette couleur devient noire, tout simplement, car on est dans un point d'équilibre du diagramme, et on peut avoir dans ce cas des systèmes biphasés avec, je dirais, la surface qui va être relativement importante pour la présence de titane plus 3. Et c'est la raison pour laquelle certains de ces matériaux, on verra par la suite que lithium 4 et 5O12, des traitements dans l'hydrogène, vont permettre de générer des quantités, des pouillèmes de titane plus 3, qui vont être, je dirais, des facteurs clés pour assurer une bonne conduction, dans ce cas, ionique et électronique. Et enfin, eh bien, on voit ici, effectivement, c'est des manips de puissance réalisées sur des électrodes indiquées ici sans carbone, où on s'aperçoit qu'on peut quand même décharger ces matériaux, envoyés ici à des régimes de 10C. Donc voilà, finalement, l'importance, je dirais, du titane plus 3 dans ces matériaux, et c'est lui qui est vraiment responsable pour cette lithiation relativement rapide. Alors bien sûr, il y a eu des substitutions, une fois de plus, pour créer des quantités de titane plus 3 par le magnésium, et ainsi de suite, et c'est marqué, et ça a été utilisé fortement. Alors là aussi, on a des matériaux qui font 170 mA par gramme comme électrode négative. La question, c'est qu'on doit rentrer en compétition avec le carbone qui fait aux alentours de 300-350. D'où, comment pouvons-nous augmenter encore ces capacités? Alors, l'idée qui a couru dans la littérature, ça a été tout simplement maintenant bien de faire, je dirais, une lithiation jusqu'à des potentiels relativement bas, aux alentours de 0 volts, comme indiqué ici. Et vous voyez ici, effectivement, qu'on peut, je dirais, mettre une quantité
de lithium supplémentaire relativement conséquente. Seulement, lorsque vous voyez finalement la recharge, on s'aperçoit que beaucoup de ces lithiums sont consommés et perdus dans la formation d'une SEI. Et cette formation de SEI est bien sûr est néfaste, car si on veut maintenant faire une batterie lithium-ion, eh bien tout ça, on n'aura plus le bon réservoir en lithium. Alors on peut effectivement cycler, vous avez les courbes ici, dans laquelle on voit que dans ce cas, eh bien, on a bien sûr une chute de capacité au fur et à mesure qu'on va augmenter le régime. Et si on cycle jusqu'à 0 volts, vous voyez que dans ce cas, on a des matériaux qui ont, je dirais, au départ, une certaine capacité, mais qui sont guère peu intéressants en raison de la quantité, je dirais, gigantesque de SEI qui est responsable pour 40% de pertes entre la première décharge et la première charge. D'où voilà, si vous voulez, ce type de matériaux qui, certes, peuvent vous donner un gain de 20% en capacité, mais au dépend de, je dirais, de performances relativement médiocres dans notre figure de mérite et par conséquent ne pas utilisables pour les batteries à ion lithium. Alors la question, si vous voulez, c'est pourquoi ce matériau, ce fameux lithium Kt5O12, est, je dirais, presque le seul matériau aujourd'hui qui est capable de réaliser ou de conduire à la fabrication de batteries de puissance et d'envisager des charges rapides. Eh bien, je vais vous montrer un peu cela sur ce transparent qui va expliquer les raisons pour lesquelles ce fameux lithium Kt5O12 est, je dirais, exceptionnellement intéressant. Je vais prendre le cas de recharge d'une batterie, de voiture électrique, si vous voulez, et pourquoi ce matériau est-il intéressant. Eh bien, pour vous expliquer cela, je vais reprendre cette courbe relativement simple qui est finalement découpler les variations du potentiel de la positive, NMC, et de la négative, graphite, dans une batterie d'aujourd'hui, lithium-ion NMC. Maintenant, si je veux faire une charge rapide, ça veut dire que je vais envoyer un courant relativement important, d'où une impédance importante, d'où une polarisation très importante. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez tout simplement que lorsque je fais ça, eh bien, j'ai le potentiel de mon électrode négatif, mon électrode de carbone, qui devient plus basse que le potentiel du lithium. Et ça, c'est la situation, je dirais, qui va vous conduire à cette formation de dépôt de lithium ou de dendrite. Alors pour contrecarrer cela, eh bien, tout simplement, il suffit directement de changer cet électron négatif et de prendre un potentiel supérieur. Eh bien, l'idéal, c'est effectivement lithium Kt5O12 qui nous permet tout simplement de monter à un potentiel de 1,5 volts. Et maintenant, vous pouvez avoir des charges 10, 15 ou 20 C. Eh bien, vous n'allez jamais directement franchir ce domaine de dépôt de lithium. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, ce matériau est utilisé. Et la batterie de puissance seule développée au monde aujourd'hui, qui est la SEIB de Toshiba, eh bien, est basée sur ce principe et effectivement, elle peut conduire à des charges rapides. Et vous voyez ici, tout simplement, une batterie qui est de autour de 80 Wh par kilo, je crois. Et dans ce cas, vous pouvez tout simplement envisager une recharge à 1 minute. Alors attention, surtout ne pas faire l'extrapolation que vous allez pouvoir recharger vos voitures à 1 minute. Ça, c'est sur des batteries relativement petites. Si vous prenez directement des 40 kWh ou des 30 kWh que vous avez dans les véhicules électriques, eh bien, tout cela est pratiquement impossible, car il faudra des quantités d'électricité importantes, mais surtout l'effet Joule, et le diamètre directement des alimentations sera gigantesque. D'où, surtout, c'est bon pour de petits systèmes, de petites batteries, mais pas du tout exploitable pour les batteries pour recharge de véhicules électriques. D'où voilà en quoi ce système est relativement intéressant, et c'est la raison pour laquelle eh bien, ces électrodes négatives sont aujourd'hui fortement commercialisées. Alors la question que vous pouvez demander, c'est finalement, bon, il y a des applications de puissance, et quelle est finalement la limitation ou le challenge restant avec cette électrode? Bien, ce challenge restant va être tout simplement, une fois de plus, malheureusement, lié à des problèmes d'interface. Et, pas une surprise, lorsque vous allez maintenant à des températures de 60 degrés C, eh bien, on s'aperçoit que la durée de vie de ces accumulateurs est, dans ce cas, relativement plus faible. Et finalement, comment résoudre cela? Que s'est-il passé? Et là, vous allez voir aussi que ce matériau va changer les croyances bien établies au niveau de l'électrochimie. En effet, pourquoi? Eh bien, je dirais que
pendant 25 ans, on a travaillé sur l'électrode de carbone et on croyait, on n'a pas encore tout compris, avoir le mécanisme qui était responsable de la SEI sur l'électrode de carbone, c'est-à-dire décomposition de l'électrolyte avec formation des alkylcarbonates, formation des éthylènes glycols, formation de décomposition, formation de lithium fluorure, ainsi de suite. Et ça arrivait à des potentiels relativement bas, inférieurs à 1 volt. Et lorsque ce composé lithium 4 et 5 ou 12 a été développé, eh bien, la question c'est, théoriquement, il n'y a pas de SEI. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce qui a vraiment une différence essentielle, c'est qu'en ce cas, eh bien, dans le cas des batteries lithium-ion classiques, lors du cycle de formation, vous formez cette SEI, et celle-ci n'évolue pas fortement en fonction du cyclage. Une différence essentielle où on ne pensait pas avoir cette SEI, dans le cas eh bien, de lithium 4 et I5O12, on a un dégazage qui se produit lors de l'étape de formation, mais qui continue lors du cyclage. C'est-à-dire qu'on a une SEI en potentiel supérieur à 1 volt pour sûr, et la question finalement, quelle est l'origine de cette SEI, pourquoi il y a une SEI sur ces composés à base de titane. Eh bien là aussi, on va revenir sur des approches classiques que l'on fait dans les laboratoires d'électrochimie lorsqu'on s'adresse à ces interfaces, comprendre ce qui se passe en surface. Eh bien, on va reprendre des manips classiques où, eh bien, dans ce cas, on va prendre les électrolytes, on va prendre les solvants, et on va une fois de plus se mettre à des températures de 57 degrés pour 60 degrés pour augmenter les cinétiques et voir ce qui se passe. Et là, vous avez des poudres de LTO qu'on va mettre directement dans des solvants ou des électrolytes. Eh bien, ce qu'on observe, tout simplement chimiquement, eh bien, on a des évolutions. C'est-à-dire, on a des dégazements de CO2 avec des solvants seuls et avec le cas des électrolytes, eh bien, on peut avoir dans ce cas, de plus, la formation d'une SEI, comme indiqué ici. Électrochimiquement, on peut faire les mêmes manips en parallèle, et ce qu'on s'aperçoit, eh bien, si on prend des cellules complètement déchargées pour 3 mois en stockage, ou alors des cellules cyclées AC sur 2 pendant 400 cycles à 50 degrés, eh bien, on obtient également ces dégagements gazeux, CO2, H2, avec une formation d'une SEI, toujours pareil, avec un changement de phase en surface, genre type rock salt, plus des compositions d'alkylcarbonate et éthylcarbonate. C'est-à-dire qu'on est presque dans une situation, si je peux dire, identique à cette fameuse couche qu'on avait sur le carbone. Alors la question derrière tout ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bien, là aussi, il y a eu des études systématiques qui ont consisté à regarder toute une quantité de solvants qui soient directement des carbonates cycliques comme EC, PC, acycliques comme DMC, avec des électrolytes, différentes sortes de sels. Et dans ce cas, ces manips ont été faits de façon intéressante avec la phase lithium 4 TI5O12 et la phase TiO2 rutile. Alors pourquoi cette phase TiO2 rutile? Ce n'est pas innocent, parce que cette phase TiO2 rutile, eh bien, on sait qu'elle a tout simplement des propriétés ou des réactions utilisées en photoélectrochimie pour faire des réactions autocatalytiques et de dépollution de certains solvants, ainsi de suite. D'où c'est la raison pour laquelle, eh bien, dans ce cas, on peut regarder ce qui se passe à la surface de ces lithium 4 et 5O12, et on s'aperçoit ici, vous avez une réaction de cycloaddition, dans laquelle, tout simplement, les liaisons pendantes du titane sont capables, tout simplement, d'ouvrir des cycles époxy, comme indiqué ici, pour fabriquer ici du carbonate de propylène. Et ça, c'est important, parce que ça se fait sur des mécanismes dans lesquels, dans ce cas, c'est le titane qui a joué le rôle de catalyseur pour la décomposition et la formation de cette SEI. Vous avez ici déjà 2 réactions dans lesquelles le titane va tout simplement attaquer l'oxygène d'un carbonate linéaire pour vous donner du CO2, rappelez-vous qu'on avait sur la photo, plus des alkylcarbonates. On peut également directement ouvrir, dans ce cas, les cycles carbonates, que ce soit de l'EC et PC, pour tout simplement obtenir ça. D'où, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'avec dans le cas du titane, la plupart des composés au titane, eh bien, les liaisons pendantes du titane, en surface, sont des centres catalytiques actifs, je dirais des acides Lewis, qui vont tout simplement générer des réactions de décomposition, des réactions secondaires. Alors, une fois de plus,
Eh bien, le jeu pour empêcher cela va consister à faire de l'enrobage, et c'est ce que je vous montre ici, où il y a eu tout simplement les surfaces titane qui ont été traitées par une nitrure de titane, et dans ce cas, on s'aperçoit que finalement la conversion de PC est fortement diminuée. D'où c'est la façon dont aujourd'hui, eh bien, on essaie d'améliorer la stabilité de ces matériaux à haute température, à 65 degrés. Et ces travaux bien, sont généralisés, avec actuellement des travaux tout simplement sur l'enrobage de ces particules de lithium 4I5O12 par de nouveau des enrobages de carbone, de trifluorure d'aluminium, et ainsi de suite. Vous apercevez ici, dans le cas de particules non enrobées, vous avez les sites actifs, et là, directement, vous saturez et vous empêchez ces sites actifs. Et grâce à cela, eh bien, on peut avoir maintenant des batteries qui vont cycler de façon nettement meilleure à 60 degrés, avec, je dirais, ces astuces d'enrobage. Vous voyez ici une batterie NMC, LTO, côté au carbone, où vous voyez la reproduction, ou la reproductibilité, excusez-moi, de ces courbes de cyclage, avec, dans ce cas, aucun gonflement de la cellule pouch cell. Par contre, si vous utilisez directement un LTO qui est non protégé, eh bien, vous allez obtenir, dans ce cas, cet aspect indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait sur cette phase lithium 4I5O12. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'il y a d'autres matériaux susceptibles de remplacer ce fameux titanate? Alors, il y a d'autres matériaux qui ont été, je dirais, étudiés. Un que je trouve relativement intéressant, qui est la même phase, lithium 4, lithium CrTO4, comme indiqué ici, c'est lithium 4 CrTO5O12, la même chose. Et dans ce cas, eh bien, ce qui se passe, vous voyez, on a une solution solide, okay. C'est-à-dire, vous voyez que la différence entre les sites 8A et les sites 16C, eh bien, sont beaucoup plus faibles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un potentiel de 1,5 volts. C'est-à-dire que finalement, on a changé un cation, on a mis tout simplement du chrome, et ce chrome n'affecte pas du tout simplement l'électrochimie, pour la bonne et simple raison que ces niveaux accepteurs sont tout simplement déplacés par rapport à celui du titane. Et de plus, si vous réduisez le chrome plus 3 en chrome plus 2, vous voyez dans ce cas des augmentations de taille relativement conséquentes, que ce soit du chrome low spin ou high spin, alors que dans le cas du manganèse, eh bien, par réduction, on peut avoir, je dirais, dans ce cas, des modifications de taille relativement plus faibles. D'où, on n'a pas directement, dans ce cas, de changement, on maintient le redox du titane. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander qu'est-ce qui arrive au chrome plus 3, et notamment si on l'oxyde. Eh bien, effectivement, on peut, dans ce cas, oxyder le chrome plus 3 en chrome plus 4. Dans ce cas, on a un changement drastique du rayon ionique qui passe de 0,62 aux alentours de 0,55. Mais ce changement de rayon ionique va entraîner automatiquement une modification de la structure, et la structure, si je peux dire, va, dans ce cas, se dégrader considérablement. C'est la raison pour laquelle vous avez un pic d'oxydation, et ensuite ce pic d'oxydation va disparaître dans la première décharge, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, les matériaux qu'on peut avoir dans ce type de spinel avec des substitutions, mais je dirais lithium 4I5O12 reste encore à ce jour le matériau phare. Donc voilà les substitutions que l'on peut faire du côté, je dirais, des cations pour abaisser les potentiels. Et la question qui se pose maintenant, bien, est-ce qu'on peut aller dans l'autre aspect de potentiel et augmenter le redox des cations dans ces matériaux? Bien là aussi, c'est un point que je vais traiter maintenant. Est-ce qu'on peut obtenir des spinels à très haut potentiel approchant les 5 volts? Alors, comment faire cela? Bien, on va partir une fois de plus sur le raisonnement de cette électronégativité qui va tout simplement augmenter lorsqu'on va de la gauche vers la droite vers la périodique. On s'aperçoit maintenant que si je veux aller vers des hauts potentiels, eh bien, je vais devoir m'adresser à des composés de type nickel, voire cobalt, et ainsi de suite. Et ce qu'on va regarder maintenant, c'est une nouvelle phase dérivée de la spinel, qui est de la phase lithium, nickel, manganèse, oxyde, qu'on appelle la phase lithium-NMO. Alors pourquoi cette phase est-elle intéressante? Elle est intéressante, bien sûr, d'un point de vue
je dirais, environnement durable, car celle-ci ne contient pas du tout de cobalt par rapport au LCO ou par rapport au NCA. Elle contient pas mal, bien sûr, de nickel, mais surtout du manganèse. Et ici, je vous montre que finalement, si on compare cette phase lithium, nickel, manganèse à la phase lithium-NMC qu'on avait étudiée auparavant, on s'aperçoit qu'en ce cas, bien, on a 50% de moins de lithium, on a moins 100% parce qu'il n'y a pas de cobalt dans la phase. En nickel, il y a 60% moins riche, et finalement, on a du manganèse qui est 272%. Ça veut dire que dans ce cas, on a un matériau qui, je dirais, au niveau des éléments, de l'abondance et des coûts, est relativement idéal. Maintenant, qu'en est-il au niveau de la capacité ou la densité d'énergie? Eh bien, il s'agit ici des composés qui ont un potentiel redox, et on verra par la suite, aux alentours de 4,7 à 4,8 volts. Et par conséquent, vous apercevez que si maintenant vous faites le produit de la capacité par le potentiel, eh bien, on peut obtenir des densités d'énergie qui sont relativement intéressantes et qui, je dirais, peuvent rentrer en compétition avec les fameux NMC qu'on a déjà étudiés jusqu'à maintenant. D'où c'est ce genre de matériaux qu'on va maintenant réétudier et on va passer en revue. Alors ce matériau, eh bien, les avantages, je vous ai mentionné, c'est son haut potentiel d'opération, sa structure 3D qui va permettre à des cinétiques de lithiation relativement rapides et son écocompatibilité. Mais là aussi, parce que vous parlez de très haut potentiel, il y a des défis qu'il va falloir prendre en considération. Une fois de plus, on va travailler à des potentiels de 4,9 volts. Quels vont être les électrolytes adéquats qui seront assez résistants à ces potentiels? Il y a, qui existe toujours, la dissolution du manganèse, qui est inhérente à la structure spinelle. Et ensuite, en remplaçant par le nickel, bien, dans ce cas aussi, on prend une pénalité au niveau de, tout simplement, des conductivités électroniques du matériau. Et on va, dans ce cas, avoir une fois de plus des problèmes récurrents à la spinelle, à sa synthèse, avec le taux de cation, le taux d'oxygène, et pas mal de défauts. Alors ces composés, eh bien, effectivement, on peut faire la solution solide. Et cette solution solide est indiquée ici, où je trace la variation du paramètre de maille avec tout simplement la variation de x. Et on s'aperçoit effectivement qu'on a une solution solide qui est valable jusqu'à x égale 0,5, c'est-à-dire lithium, nickel 0,5, manganèse 1,5, O4. Et on s'aperçoit que la concentration en manganèse, eh bien, va diminuer au fur et à mesure que je fais la taux de substitution en nickel. Et là aussi, il y a un exemple intéressant, c'est pourquoi finalement dans ce matériau, initialement vous allez substituer du manganèse plus 3 par du nickel plus 3, et pourquoi on ne trouve pas du nickel plus 3 à la fin? Eh bien, pour la bonne et simple raison, c'est que vous allez avoir un système redox interne, où, dans ce cas, eh bien, en raison de la position des niveaux, que j'ai tracé directement, que j'ai indiqué ici, eh bien, il va y avoir tout simplement l'électron du manganèse plus 3 qui va se déverser sur tout simplement les orbitales EG du nickel, de façon que le nickel devienne un D8, c'est-à-dire nickel plus 2. Et cela eh bien, va se produire jusqu'à ce qu'on ait finalement un taux de manganèse plus 3 de 0,5, où on aura notre 0,5 nickel totalement en D8. D'où ce matériau est intéressant. Que se passe-t-il au niveau électrochimique? Bien, au niveau électrochimique, lorsqu'on fait directement le cyclage, si on regarde un cyclage dans lequel on va limiter un potentiel de coupure à 4,3 volts, bien on obtient tout simplement le début de la courbe, et ça, tout simplement, ça correspond au redox du manganèse, comme on peut déduire une fois de plus par la structure de bande. Vous voyez que je suis tout simplement en train de prendre, dans ce cas, eh bien, les électrons du manganèse plus 3 indiqués au niveau de Fermi. Maintenant, et on s'aperçoit automatiquement, c'est que au fur et à mesure que mon taux de manganèse, eh bien, mon taux de manganèse ou le taux de nickel, excusez-moi, augmente, eh bien, je vais décroître tout simplement la contribution du manganèse. Et si je vais à la composition nickel 0,5, eh bien, dans ce cas, vous voyez que je n'ai pratiquement plus de manganèse plus 3 dans mon composé, et je tombe sur un plateau à 4,7, où je prends directement maintenant les électrons de mes niveaux nickel dans cette structure de bande. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe au niveau électrochimique, avec les deux couples redox, manganèse plus 3, manganèse plus 4, et nickel plus 2, nickel plus 4,
où on peut obtenir un matériau avec le maximum de capacité avec x égale 0,5. Alors, qu'en est-il vraiment de la structure ou du diagramme de phase de ce composé? Eh bien, à température ambiante, on voit que sur cette courbe, elle n'est pas parfaitement plate. Il y a, je dirais, une marche d'escalier ici, où vous voyez qu'il y a une transition de phase dont le potentiel est relativement faible. Et si je regarde maintenant le diagramme de phase complet, eh bien vous apercevez que dans ce cas, je peux travailler sur ce plateau à 4,7 volts, où vous avez, dans ce cas, eh bien, deux domaines biphasés, je reviendrai par la suite avec une phase cubique. Ensuite, on va tout simplement aux alentours de 2,5 volts, où on a le second plateau qui est associé à la réduction eh bien, du manganèse plus 3 en manganèse plus 2, et ainsi de suite. La question, c'est est-ce que c'est toujours aussi simple? Est-ce qu'on a toujours des courbes aussi identiques? Et non. Et la réponse est non, puisque ça va tout simplement varier en fonction de la synthèse. Et là aussi, vous allez voir que ça va être un cauchemar d'arriver à savoir les phases que l'on a. Alors la synthèse, une fois de plus, elle peut avoir lieu selon des conditions en sel fondu, en sol gel, en solution, une fois de plus, autant que vous voulez. Et on s'aperçoit que si on a des températures de synthèse relativement différentes, 700 degrés, 750 degrés, regardez les diagrammes de diffraction, ils sont totalement différents. Okay. Et comment peut-on contrôler cela? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a deux types de spinel. On a un spinel qui est totalement ordonné, dans lequel on a le nickel qui va occuper les sites 4B, le manganèse les sites 12D. C'est une structure cubique avec le couple d'espace P43332 et une structure spinel totalement désordonnée, FED-3m, sur lequel on avait travaillé, dans lequel le lithium et le manganèse eh bien, peut tout simplement intervertir. Et finalement, de quoi s'agit-il? Quelle différence structurale cela va imposer sur les propriétés électrochimiques? Mais on s'aperçoit qu'au niveau électrochimique, on a là aussi cet changement de phase aux alentours de x égale 0,5, dont l'amplitude va changer selon qu'on a une phase ordonnée ou désordonnée, et plus le taux de manganèse plus 3 va diminuer, et plus directement cette amplitude va diminuer. Mais pour vous dire finalement, voilà tout simplement les courbes électrochimiques associées à différents composés de la phase lithium, nickel, 0,5, manganèse 1,05, O4, qui ont été synthétisés. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, une fois de plus, on ne maîtrise pas du tout, comme dans le cas du spinel lithium SO4, la synthèse de ces composés. D'où, on va essayer maintenant de comprendre et de voir comment on peut ajuster cette synthèse. Alors, pour ajuster cette synthèse, eh bien, on va tout simplement essayer de mimer les conditions de température, les chauffages en température, ou, dans ce cas, ce que vous regardez, c'est les pertes en poids du composé en fonction de la température d'un mélange lithium, nickel 0,5, Mn0,5, O4. Et vous apercevez qu'à une température eh bien, de 600 ou 700 degrés, vous avez une perte en poids rapide. D'où on peut suivre cela par des chambres de température, et on peut s'apercevoir que, effectivement, il y a une modification de la structure, et si on refroidit ces échantillons par des trempes, on s'aperçoit qu'on a toujours une structure spinel, mais qui va coexister avec une structure rock salt, indiquée ici de la forme lithium X, Ni1-XO. D'où, dans ce cas, eh bien, au contraire de la phase spinel qu'on a vu l'autre jour, on n'a pas, dans ce cas, la création de lacunes d'oxygène, mais on a tout simplement un système relativement complexe dans lequel il y a une diminution en fonction de la température, avec la formation d'une phase rock-salt, et toujours la phase spinel, nickel, manganèse, oxygène, dans lequel, dans ce cas, il y a tout simplement une perte en nickel. Donc voilà, si vous voulez, la complexité de cette synthèse. Alors pour suivre cela, eh bien, il y a eu des manips récentes, je dirais des manips relativement élégantes, qui ont été faites pour comprendre réellement cette structure ou cette transition ordre-désordre dans ces spinels. Et ce sont des manips qui ont été faites par neutrons à haute température, où vous avez dans ce cas le four où l'échantillon va être placé dans un creuset d'oxyde de magnésium, et on va tout simplement chauffer sous une atmosphère contrôlée et prendre tout simplement, dans ce cas, l'image X de l'évolution des poutres.
Et ce qu'on regarde ici, c'est qu'on va tout simplement aller à des températures de 700 degrés et on va, dans ce cas, vérifier ou regarder l'évolution de ce diagramme de diffraction, si je peux dire, indiqué ici. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est on voit, excusez-moi, les raies associées à la phase désordonnée et après 700 minutes, on aperçoit tout simplement les premières raies indiquant que le système est en train de s'ordonner. Et on peut le voir très bien si maintenant on trace les diagrammes de diffraction X des phases à 700 degrés laissées 10 minutes ou alors laissées 750 minutes. Et vous voyez ici les pics associés à la phase spinelle ordonnée qui apparaissent. On peut dans ce cas également regarder la variation du paramètre de maille et on s'aperçoit que lorsqu'on recueille pour des temps plus longs à 700 degrés, on voit que le paramètre de maille décroît. Ça veut dire dans ce cas que la quantité de manganèse plus 3 décroît et automatiquement, ça veut dire qu'on est en train de purifier la phase parce que je vous rappelle que dans la phase parfaitement ordonnée, il n'y a que du manganèse plus 4. Ensuite, on peut pousser, ou les chercheurs ont poussé ces manips encore plus loin, où ils ont pu, en faisant tout simplement, ou en exploitant toutes ces données cristallographiques, ils ont pu déterminer quel va être le taux d'occupation des sites nickel et des sites manganèse au fur et à mesure, tout simplement, de la cinétique de transformation. Et on s'aperçoit que dans ce cas, eh bien, le nickel va occuper les sites 4B au dépend du manganèse qui, lui, tout simplement, va aller dans les sites 12D. D'où on arrive, grâce à ces mesures, à avoir, je dirais, une compréhension relativement fine de toute la cristallochimie à l'intérieur de ce système et ça permet de déduire des conditions de synthèse. Alors maintenant, la question c'est, je vous ai parlé de 700, 750 degrés, que se passe-t-il si je vais à plus haute température? Bien, si je vais à plus haute température, toujours pareil, par les mêmes mesures, bien, on s'aperçoit maintenant qu'on a, à plus haut que 750 degrés, l'apparition d'autres, je dirais, tracés de structures différentes, qui est la phase rock-salt qui apparaît. Et on peut maintenant suivre, en fonction de la température de chauffe et de refroidissement, quel va être le rapport des phases rock-salt et des phases spinel. Et vous avez ici, je dirais, un très beau graphe dans lequel vous avez, en fonction de la température, la phase spinel qui va être majeure à 700 degrés ici, et ensuite vous allez avoir une décomposition en phase rock-salt, comme mentionné. Donc voilà, si vous voulez, les informations que l'on peut obtenir. Alors de cela, eh bien, on peut, par la suite, passer à l'électrochimie, et on s'aperçoit qu'en électrochimie, bien, une fois de plus, c'est un peu le fiasco, si je peux dire, c'est que les phases ordonnées et désordonnées vont différencier par le taux de manganèse plus 3, par l'amplitude de cette transition de ce domaine biphasé, où on peut voir ici, finalement, que les phases désordonnées sont nettement meilleures que les phases ordonnées d'un point de vue électrochimique, et cela tout simplement dû à certaines occupations des sites 8C et 16D par le lithium et autres. D'où la question maintenant, c'est qu'en est-il? Quelle différence y a-t-il au niveau du mécanisme réactionnel en cette phase ordonnée et cette phase désordonnée? Là aussi, on peut faire des études de diffraction X. Vous avez une étude qui est faite sur la phase cubique, qui dans ce cas est la phase ordonnée, et vous apercevez qu'on a tout simplement dans ce cas eh bien, deux domaines de réaction biphasée, avec chacun associé à un changement de volume de 3%. Maintenant, si on passe sur les phases qui sont les phases désordonnées, et vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, l'évolution est totalement différente. On a une solution solide avant, tout simplement, d'obtenir une phase biphasée ou un système, une phase biphasée. D'où, là aussi, eh bien, c'est ce mécanisme réactionnel entre ce système biphasé à deux reprises et ce système solution solide biphasé qui va être responsable pour, je dirais, les capacités en cyclage de ces différents matériaux et stabilité à haute température. Alors pour maintenant eh bien, finalement dessiner le matériau optimisé, puisque je voulais dire qu'il nous faut une phase désordonnée, eh bien, il va falloir tout simplement jouer sur le taux de manganèse plus 3. Et ce taux de manganèse plus 3, on peut jouer en ajustant les conditions de synthèse qui sont relativement complexes
rappelez-vous, température, temps de recuit, ou alors en jouant sur la stoichiométrie et en travaillant tout simplement avec des quantités de nickel moins importantes. Et c'est ce que les chercheurs ont fait, où ils ont tout simplement travaillé sur la phase nickel 0,4 Mn16O4, qui celle-ci est beaucoup plus facile à synthétiser d'un point de vue des ordonnées, et ont réalisé dans ce cas bien, des électrodes qui ont des performances, je dirais, relativement intéressantes, même relativement impressionnantes, comme avec des potentiels à 4,9 volts. Vous voyez ici qu'il y a toujours, bien sûr, la quantité de manganèse plus 3 à manganèse plus 4, associée au fait qu'on n'est pas en nickel 0,5. En puissance, c'est des matériaux qui sont comportent jusqu'à des régimes d'IC, et vous avez à 50 degrés une bonne tenue en cyclage jusqu'à des cycles jusqu'à 400 ou 500 cycles. Donc voilà, si vous voulez, un peu l'état de l'art sur ces matériaux. Alors on peut s'amuser maintenant, bien sûr, à faire, grâce à ces matériaux, des batteries lithium-ion complètes. Et si on fait des batteries lithium-ion complètes, je vous montre maintenant ce qui peut se faire si je prends maintenant lithium KTI512 comme électronégative qu'on avait déjà mentionné. Et bien, dans ce cas, vous voyez qu'on a, à 25 degrés, bien, une très bonne performance en cyclage avec des capacités relativement intéressantes. Par contre, si on va maintenant à 55 degrés, une fois de plus, eh bien, c'est la problématique où 55 degrés avec des additifs, même du FEC, on s'aperçoit qu'on a une chute brutale de la tenue de la capacité à ces hautes températures. D'où là aussi, une fois de plus, eh bien, il va falloir trouver des électrolytes appropriés pour améliorer ce système et en diminuer tout simplement la réactivité à 55 degrés. Alors, pas de surprise, l'approche sera identique aux précédentes, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes stratégies, la morphologie, l'enrobage et les électrolytes. Bien sûr, je ne vais pas repasser tout ça en détail, mais je vais vous mentionner exactement ce qui a pu être obtenu, en ajoutant dans ce cas eh bien, un additif relativement spécial qui est le 1,3-propène sulfone, où dans ce cas, eh bien, des batteries LNMO graphite ont pu être obtenues avec, dans ce cas, des performances en tenue en cyclage et en puissance qui sont relativement importantes. Et là aussi, de nombreux additifs aujourd'hui sont utilisés. Je vous ai mentionné le propane-sulfone, mais il y a également l'anhydrix succinique qu'on peut utiliser et d'autres. Et on retrouve finalement toujours pareil la même combinaison d'électrolytes ou d'additifs dans ces matériaux. D'où là aussi, c'est des systèmes intéressants, mais où on n'a pas tout simplement réussi à maîtriser la stabilité à 55 degrés. D'où, où est-ce qu'on en est dans ces systèmes? Eh bien, effectivement, comme vous pouvez voir ici, je vous ai montré qu'on pouvait travailler sur cette spinel à 4,7 volts. On a maintenant un spinel lithium KTI512 à 1,5 volts. Et là, on peut faire eh bien, des batteries des systèmes à 3 volts. Et ça, c'est un système à 3 volts qui a été publié il y a déjà pas mal d'années. Et vous voyez qu'on a, dans ce cas, eh bien, une tenue en cyclage à température ambiante aux alentours de 2000 cycles. Ce qui est relativement impressionnant, mais malheureusement, une fois de plus, je me répète, on n'arrive pas à maîtriser cette chimie à de très hautes températures. D'où, pour conclure un peu sur cette histoire, eh bien, qu'est-ce que je vous ai montré sur cette fameuse phase spinel ou ces fameux spinels à haut potentiel? Ils sont certainement très intéressants d'un point de vue, je dirais, performance et puissance. Par contre, il y a des difficultés énormes au niveau de la synthèse entre savoir si on peut avoir cette phase ou quels sont les paramètres à ajuster pour avoir une phase ordonnée ou une phase désordonnée. Et une fois de plus, eh bien, on n'est pas, je dirais, capable aujourd'hui d'avoir les bons électrolytes pour aller jusqu'à 5 volts. On peut parler bien sûr souvent des superconcentrés, des liquides ioniques. Tout cela a été essayé, mais ça n'a pas donné directement lieu à satisfaction. Donc voilà à peu près, si vous voulez, les différentes sortes de matériaux qui ont été utilisés. Et la question, c'est est-ce qu'on peut avoir des matériaux à capacité élevée si on ne peut pas avoir des potentiels plus importants. Et là, je terminerai sur deux autres matériaux qui ont fait l'objet de nombreuses études, mais juste à titre informatif. Ce sont deux types de matériaux. L'un que vous connaissez très bien,
c'est la phase lithium CO2O4. Et rappelez-vous, je dis, on peut mettre soit le nickel, soit le cobalt. Et là aussi, il y a eu beaucoup de débats pendant, je dirais, une dizaine d'années entre savoir ce qu'on obtenait. Est-ce qu'on obtenait finalement un composé lamellaire ou une structure spinelle lorsqu'on préparait ces matériaux à basse température. Et si on regarde dans ce composé l'électrochimie, bien on s'aperçoit que si on regarde l'électrochimie de cette phase de basse température, on a des potentiels où il y a une courbe électrochimique qui est totalement différente du composé lamellaire. Et après des études de diffraction X poussées, la conclusion est finalement qu'on a dans ces matériaux un mélange de spinel et de composés lamellaires. Mais on ne peut pas obtenir directement la phase spinelle pure de formule lithium CO2O4. Un autre composé qui est intéressant, pas pour sa courbe électrochimique, mais j'ai trouvé intéressant de vous le mentionner, c'est la phase lithium V2O4. Alors vous voyez maintenant, on est en train de repasser de l'autre côté du tableau périodique, dont les potentiels, eh bien, ils vont tout simplement baisser. Et effectivement, on s'aperçoit que dans ce cas, on a un potentiel de 2 volts. Mais ce qui est intéressant, c'est regarder comment cette phase a été stabilisée, c'est-à-dire qu'on prend de la phase, ou on part de la phase lithium-VO2, on fait une oxydation bien dans le brome pour obtenir la composition lithium 0,5 VO2, qu'ensuite on va chauffer pour obtenir le spinel lithium V2O4. Alors dans ce cas, eh bien, on peut regarder également ce qui se passe en oxydation, et on voit qu'en oxydation, eh bien, on peut effectivement, dans ce cas, oxyder le vanadium, ce qui n'est pas une surprise, mais malheureusement, ce n'est pas de façon réversible. Donc voilà à peu près tous ces composés que l'on peut regarder au niveau des spinels. Et sur ce, bien, écoutez, je voudrais conclure un peu cet exposé et terminer complètement des spinels par cette diapositive où, finalement, eh bien, ces spinels aujourd'hui sont moins étudiés et on bascule finalement vers les facteurs composés polyanioniques qui présentent, je dirais, pas mal d'avantages au niveau, bien sûr, abondance, au niveau capacité et au niveau stabilité électrochimique. Et ce sont ces composés qu'on étudiera ou qu'on regardera le cours prochain. Voilà, je vous remercie.